Bonjour à tous, je vais essayer d'expliquer les 26 questions que je vous propose. C'est une belle révision pour l'ensemble de l'année. Donc, quel mouvement peut faire une substance qui est solide? Lorsqu'elle est solide, elle fait uniquement de la vibration. Lorsqu'elle sera liquide, elle fera de la vibration et de la rotation. Et lorsqu'elle est gazeuse, maintenant, elle fait les trois mouvements possibles. Donc, la bonne réponse, ici, vibration. Dans un même volume, deux gaz sont à la même pression, à la même température. On peut donc conclure comme P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Comme ils ont la même pression, comme ils ont le même volume, comme ils ont la même température, on peut donc conclure qu'ils ont le même nombre de moles. Comme ils ont le même nombre de moles, celui qui a la plus petite masse molaire, c'est-à-dire le H2, a moins de masse. Comme il a une plus petite masse, il a une plus grande vitesse parce que comme il a la même énergie cinétique, parce que je vous rappelle, l'énergie cinétique dépend uniquement de la température, comme ils ont la même énergie cinétique, si tu as une petite masse, ben, tu vas avoir une grande vitesse pour que ça soit égal. On a ici 1,5 et ici on a 0,5, donc on a une hauteur ici de 1 décimètre, c'est-à-dire de 100 mm. Ici on a une pression de 110 kPa. On peut remarquer que la pression du gaz elle est plus petite que 110 parce que la colonne va davantage pousser de ce côté-ci que de ce côté-ci. Et donc, 110 kPa, c'est combien de millimètres de mercure? C'est combien de millimètres de mercure? Excusez, je vais mettre un X pour combien de millimètres de mercure, sachant que dans 101,3 kPa, on a 760 millimètres de mercure. Et donc, on obtient 110 fois 770 par 101,3. On obtient donc que notre X est de 825 mm de mercure. On sait que le gaz est 100 mm de mercure de moins et donc la pression de notre gaz est de 725 mm de mercure. Et c'est la réponse qu'on recherche. Ici, quelle est la pression du gaz C? Donc, c'est lui qui nous intéresse. Sachant sans la vapeur d'eau, on va devoir enlever la vapeur d'eau. Si la pression est de 750 mm de mercure ici. On remarque que le gaz C, ici on a 30 cm, donc on a 300 mm de mercure. On remarque que le gaz B pèse davantage que la pression atmosphérique parce que la colonne, elle est poussée davantage du côté B. Et donc, on remarque que dans le B, il y a 300 mm de plus, donc 1050 mm de mercure. Ici, on remarque que c'est 15 cm, mais ici, la colonne de droite est du mercure, mais celle de gauche est de l'eau, donc c'est 15 cm d'eau. On se demande c'est combien de kilopascal, sachant que 10 mètres 30, donc 10 30 cm, 1030 cm, c'est égal à 101,3 kPa, où on va 101,3 kPa. On obtient donc 15 fois 101,3 divisé par 10 30. On obtient donc 1,47 kPa. Ça, c'est le gaz C a 1,47 kPa de moins que le gaz B. Et donc, ça ici, c'est combien de kilopascal? Et pour ça, on sait que 760 mm, c'est 101,3 kPa. Donc, 1050 mm, c'est combien? Et on obtient donc 140 kPa.
Et donc, le gaz C est 1,47 de moins que ça. Donc, 138,5 kPa. Ça, c'est la pression du gaz C plus la vapeur d'eau. Comme on est à 25 degrés Celsius, à 25 degrés Celsius, il y a 3,17 kPa de vapeur d'eau. Donc, comme je veux juste la pression du gaz C, je sais que la pression totale, c'est la pression du C plus la pression de l'eau. On sait que la pression totale est de 138,5. On sait que la pression du C, c'est ce qu'on veut savoir. Et qu'il y a 3,17 kPa de vapeur d'eau. Donc, en enlevant les 3,17, on obtient 135,3 kPa. Et c'est la bonne réponse qu'on recherche. Combien de coups de pompe à TPN? TPN, je vous rappelle, c'est 101,3 kPa et pression normale, température normale, c'est 0 degrés Celsius, donc 273 Kelvin. On veut gonfler un ballon de 5 litres à 300 et donc on ne change pas la température, c'est P1 V1 est égal à P2 V2. La pression 1, 101,3. On veut savoir c'est quoi notre volume qu'on va être capable de pousser. Si on a 300 kPa à 5 litres. Donc, on devra pousser 140,8 litres pour pouvoir gonfler notre ballon de 5 litres à 300 kPa. On sait que c'est 0,3 litres pour un coup, parce qu'on a un coup de pompe qui est 300 ml, et donc 14,8 litres, c'est combien de coups? Et on obtient 49,4 coups. C'est la réponse qu'on recherchait. Quel est le gaz inconnu? Pour savoir le gaz inconnu, c'est la masse molaire qui va me permettre de le déterminer. On sait que ici, on a 2,75 grammes de gaz. Et donc, on a 2,75 grammes de gaz. Si je sais mon nombre de moles, je vais pouvoir trouver ma masse molaire. Et donc, pour trouver mon nombre de moles, on sait que PV est égal à nRT. Donc, la pression qui est de 102,6, le volume qui est de 0,5 litres. Le nombre de moles, c'est ce qui nous intéresse. Le R, c'est 8,31. La température, 22,3 plus 273 me donne donc 295,3. Ça me donne donc 0,021 mol. Et donc 0,021 mol. 2,75 divisé par cette valeur-là. Ça me donne une masse molaire de 131,55 grammes par mol. Et c'est donc le xénon qui a cette masse molaire-là. Un ballon de soccer de 350 kPa dans un volume de 3 litres à 25. En le sortant dehors, on change la température, on change la pression et on change le volume. Et donc, P1V1 sur N1T1 égale à P2V2 sur N2T2. Le nombre de moles reste constant. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est quand on a 350 pressions, un volume de 3 litres, une température de 298 Kelvin. Je vous rappelle, c'est toujours en Kelvin qu'on doit le mettre, jamais en degrés Celsius. La pression est de 300. Le volume est inconnu et la température est maintenant de 253 Kelvin. Et donc, 350 fois 3 divisé par 298 fois 253 divisé par 300 nous donne un volume de 2,97 litres et c'est la réponse qu'on recherche. Quel volume de gaz à TPN sera dégagé par 703 grammes d'essence? Donc, 703 grammes d'essence, bien sûr, il faut travailler en mol, parce que dans stoichiométrie, c'est toujours en mol. C'est combien de mols, sachant que
la masse molaire du C8H18, 12,01 fois 8 plus 18 fois 1,01, ça me donne 114,26 grammes pour une mole. Et donc, on obtient 6,15 mol de C8H18. On sait que 2 mols de ça dégagera 16 mols de CO2. Et donc, on sait que si 2 mols donnent 16 mols, ben si on a 6,15 mols, on en a combien? On en a 49,22 mols de CO2. Ce nombre de mols-là, quel est le volume? Bien, pour ça, on va faire PV est égal à nRT. La pression normale, 101,3. C'est le volume qui nous intéresse. Notre nombre de mols, 49,22. Le R, 8,31. Et notre température, comme elle est normale, 273 Kelvin. Ça nous donne donc 1102 litres. Et c'est ce que nous recherchions comme réponse. On aurait pu dire que ATPN, c'est 22,4 litres par mol. Et donc, pour combien de mols? Pour 49,22 mol. Mais ça, il faudrait apprendre par cœur cette valeur-là. Et comme j'aime pas apprendre les choses par cœur, j'aime mieux faire PV est égal à nRT. Quelle sera la nouvelle pression initialement à TPN si je double le volume, on triple la température et qu'on laisse échapper 20% du gaz? Et donc, P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Quelle sera la nouvelle pression? Donc, on change la pression. Donc, initialement, on est à 101,3. Et ce qui nous intéresse, c'est quoi la nouvelle pression. Désolé. On double le volume. Donc, si le volume initialement est de V, après ça, il sera de 2V. Si je triple la température, donc initialement, la température est de T et après, la pression est de 3T. Et je laisse échapper 20% du gaz. Donc, si j'ai un nombre de mols N, j'aurai perdu 20%, donc il m'en restera 0,8 N. Et donc, on isole tout ça. Vous remarquez que les températures s'annulent, les nombres de mols s'annulent et les volumes s'annulent. Et donc, ça fait 101,3 fois 0,8 fois 3 divisé par 2. Et j'obtiens donc 121,56 kPa. Dans une bouteille à volume constant de 500 ml à TAPN, ce qui veut dire 25 degrés Celsius et à 101,3 kPa, la réaction amène une température de 30 degrés Celsius et une pression de 200 kPa. Quelle masse de KClO3 ai-je déposé? Donc, au début, on a notre KClO3 qui est solide et on a 101,3 kPa parce qu'il y a de l'air. À la fin, on n'a plus de KClO3 et donc on a encore notre air, mais maintenant on a aussi notre O2. L'air à 25 degrés Celsius est rendu à 30 degrés Celsius. Et donc, comme la température a changé, la pression également a changé. Pour ça, on peut trouver que P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. On sait que la pression initialement c'était de 101,3 kPa à une température de 298 Kelvin. On cherche la nouvelle pression quand on est à 303 Kelvin. Ça nous donne donc 103 kPa. Ça, c'est notre pression 2. On sait qu'au total, on a 200 Kelvin. Kilopascal, excusez.
On vient de trouver que l'air était de 103 kPa. C'est où le 97 qui reste? Ben, c'est le O2. Le O2 est donc une pression de 97 kPa. Sachant que le O2 a une pression de 97 kPa, mais on sait que PV est égal à nRT. 97 kPa dans 500 ml, 0,5 litres. On peut trouver notre nombre de moles à 8,31 à une température de 30 degrés Celsius, donc de 303 Kelvin. Ça nous donne donc un nombre de moles de O2 qui est de 0,019 moles. Ce nombre de moles-là, c'est le nombre de moles de O2, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le KClO3. Et on voit qu'il y a un rapport molaire. Donc là, on va juste se tasser ici. Sachant que 0,019 moles de O2, c'est combien de KClO3, sachant que 3 moles de O2 réagit pour former 2 moles de KClO3. Ça, c'est les coefficients qui nous le disent. Et donc, ça veut dire que pour qu'on ait 0,019 mol de O2, on a besoin de 0,013 mol de KClO3. Ce nombre de moles-là, c'est quelle masse? Mais on sait que la masse molaire du KClO3 est de 122,55 grammes pour une mole à l'aide du tableau périodique. Et donc, 0,013 mol, c'est combien? Elle nous donne donc 1,6 grammes de KClO3. C'était la réponse qu'on va chercher. Lesquels sont endothermiques? Pour être endothermique, il faut qu'on absorbe de l'énergie. Donc ici, j'ai absorbé de l'énergie. Ici, comme ça dégage de l'énergie, c'est pas bon. Ici, j'absorbe de l'énergie, c'est bon. Ici, si la température du calorimètre a augmenté, ça veut dire que le calorimètre a absorbé de l'énergie dégagée par la réaction, donc c'est quelque chose d'exothermique. C'était donc B et D la réponse qu'on recherchait. Lesquels sont exothermiques? Pour être exothermique, je vous rappelle, il faut qu'on absorbe de l'énergie, mais qu'on en dégage davantage. Donc, ici, on en a plus absorbé qu'on en a dégagé. Celui-là, il n'est pas bon. L'énergie d'activation de la réaction inverse. Donc, pour le A, ici, on va y aller en noir. L'énergie d'activation de la réaction inverse est supérieure à celle de la réaction directe. Ben oui. Donc, dans une réaction endothermique, c'est vrai. L'enthalpie des réactifs ici, ça c'est 0, est supérieure à celle des produits parce qu'ils sont négatifs, ben oui, c'est bon aussi. Donc il y a plus d'enthalpie au début qu'à la fin parce que l'énergie a été dégagée, donc on a perdu de l'énergie chimique, on a perdu de l'enthalpie. Quelles réactions sont endothermiques? Donc ici on absorbe de l'énergie pour l'étape 1. Ici, on absorbe de l'énergie pour l'étape 2. Ici, on dégage de l'énergie pour passer de ce point-ci à ce point-ci. On en a dégagé, donc c'est exothermique pour la troisième étape. Et pour la quatrième étape, on a dégagé de l'énergie, donc c'est juste 1 et 2. Quelle étape possède la plus grande énergie d'activation? Ici, c'est 20 kJ. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 50 kJ. Ici, on a 1, 2, 3, 40 kJ. Puis ici, on a 20 kJ. Donc, c'est 2, la plus grande énergie d'activation. Quelle étape possède le complexe activé le plus énergique? Le complexe activé, c'est ici, celui qui est le plus élevé, à 80 kJ. C'est donc la troisième étape. Quelle étape possède les réactifs ayant le plus d'enthalpie? On sait que ici, on a des réactifs qui deviennent des produits. Donc, les réactifs qui deviennent des produits, c'est dans l'étape numéro 3 parce qu'on a initialement des réactifs qui ont 40 kJ et à la fin, ils en ont 30, mais c'est moins. C'est pas ça qu'on posait comme question.
Quelle est la chaleur molaire de la dissolution si 7 grammes permet de chauffer 500 ml d'eau? Donc, on sait que Q est égal à MC delta T. Comme on prend le C de l'eau, 4,19, et la variation de température de l'eau, le 7 grammes ne nous intéresse pas tout de suite. Le 7 grammes ne nous intéresse pas tout de suite, c'est le 500 ml, le 500 grammes d'eau qui nous intéresse. Et donc, ça fait 500 fois 4,19 fois 4, ça nous donne donc 8380 joules. L'eau a absorbé 8380, ça veut dire que la réaction a dégagé moins 8380 joules. Ça, c'est pour 7 grammes. On se pose la question combien pour une mole. Deux façons de procéder. Soit qu'on va transformer le 7 grammes en mol, ou en sachant que une mole de NaOH, c'est égal à 40 grammes. On peut trouver combien pour 40 grammes, combien pour une mole. Et donc, ça nous donne moins 47 886 joules par mol. Nous, généralement, on va le mettre en kilojoules, moins 47,9 kilojoules par mol. C'est la réponse qu'on recherchait, mais les deux auraient été acceptés. OK, ici, c'était un numéro assez compliqué. Premièrement, on cherche le bilan qui est là. On remarque qu'on aura besoin de C5H12. On a ici du C5H12, ça serait bien. Cependant, on se ramasse avec du C5H11Cl qui est nulle part et qui n'est pas dans mon équation bilan. Donc, malheureusement, cette équation-là ne sera pas utile parce qu'elle donne du C5H11Cl et il n'y en a pas nulle part et je ne veux pas l'avoir dans mon bilan. Et donc, la façon d'avoir mon C5H12, ce sera dans la deuxième équation, le delta H de formation. Qu'est-ce que ça veut dire la formation? Ça veut dire qu'on va former du C5H12 à partir de ces éléments les plus simples, c'est-à-dire 5 carbone et 6 H2. Ça dégage le delta H est de plus 200, donc ça l'absorbe 200 kJ. Pour notre HCl, le HCl, on peut soit le trouver ici, soit le trouver... C'est la seule façon d'avoir notre HCl, donc probablement que je vais utiliser cette équation-là. Il est aussi ici notre HCl. Et donc, même concept avec le deuxième ici qui est du HCl. On se ramasse avec du CHCl qui est dans aucune réaction. Comme il est dans aucune réaction, on ne sera pas capable de l'annuler et on ne veut pas avoir de CHCl, donc on ne l'utilisera pas. On va donc utiliser notre HCl on va former du HCl à partir d'un delta H de plus 400. À partir de ces éléments les plus simples, c'est-à-dire 1,5 H2 plus 1,5 Cl2. Le C2H5Cl, on le trouvera ici. Et finalement, le CH4, c'est où qu'il est? Bien, c'est ici qu'il est. On remarque que pour arriver au CH4, on a malheureusement du CCl4 qu'on devra annuler. Bien, bonne nouvelle, on a ici notre CCl4 qu'on pourra annuler. Et donc, le C5H12, le noir, je le veux en réactif, donc je vais devoir inverser mon équation C5H12 qui donne 5C plus 6H2. Ça a un delta H de moins 200 parce que j'ai inversé mon équation. En inversant mon équation, bien, je vais devoir inverser le plus pour devenir un moins. Pour le HCl, je veux 2 HCl et donc je vais devoir multiplier cette équation-là par 2. Donc pour avoir 2 HCl, j'ai besoin d'avoir du H2 et du Cl2. Là, on avait 400 kJ, donc maintenant c'est rendu 800 kJ.
Et le plus 400, c'était quand le HCl était dans les produits, comme maintenant il est dans les réactifs. On obtient moins 800 kJ. Pour le C2H5Cl, même chose. On en a 2, donc on devra le multiplier par 2. Ça nous donne, il est du bon côté cependant, 4C plus 5H2 plus du Cl2 et donne du 2C2H5Cl. Ça a donc un delta H de plus 400 kJ. Pour le CH4, je veux un seul CH4, donc bonne nouvelle, il est déjà avec un seul CH4 ici. Donc, je vais garder l'équation identique, ça va être du CCl4 plus 2H2 donne du CH4 plus 2Cl2 et ça a un delta H de moins 300. Le dernier problème, cependant, on remarque qu'on a du CCl4 et on ne veut pas de CCl4 dans notre bilan. Et donc, on devra inverser, on devra supprimer le CCl4. Et donc, cette équation-là, on va devoir la multiplier par moins 1, l'inverser, pour avoir... On va devoir inverser cette... Excusez, ça, j'ai... Oui, vas-y. Bon. Et donc, on va vouloir enlever ce CCl4-là. Et donc, c'est celle-ci qu'on va devoir inverser par 1 pour avoir du carbone plus 2Cl2. Et donc, comme on l'a inversé, maintenant, le delta H est de moins 400 kJ. On s'assure que tout fonctionne. Donc, on a le C5H12, ça, il n'est pas annulé. On a notre 2HCl qui n'est pas annulé. Donc, ça reste. Ça reste. On a nos carbones, on a 4 carbones plus 1, 5 carbones. Et de l'autre côté, on a 5 carbones, donc ça s'annule. On a 5, 7H2. Ici, on a 6 plus 1, 7H2. On a du CCl4, on a du CCl4 de l'autre côté. On a 2 Cl2. J'obtiens donc ici 2 Ici, j'ai 2 Cl2, ici, j'ai 2 Cl2. Ici, j'ai 1 Cl2, ici, j'ai 1 Cl2. Donc, dans mes réactifs, j'ai rien d'autre. De l'autre côté, j'ai 2 C2H5Cl, 2 C2H5Cl et j'ai du CH4 et j'ai du CH4. C'est exactement la même chose que mon bilan. Et donc, mon delta H global, ce n'est que la somme. Donc, moins 1000, moins 600, moins 900 et moins 1300. Je fais une erreur, je vais juste le pitonner pour être sûr. Moins 1000, plus 400, moins 400, moins 300. Moins 1300 kJ, c'est la réponse qu'on recherchait. On mélange 250 ml d'une solution acide et 250 ml de base. Après la réaction, ça l'a monté à 24,5. Donc, on a une variation de température de 2,5 degrés Celsius. Ça, c'était de l'eau, donc 4,19. Et la masse totale, c'est 250 et 250, c'est donc 500 ml, 500 grammes d'eau. Ça, c'est le Q de l'eau. Ça me donne donc 5237,5 joules qui a été absorbé. Et donc, la réaction, ça tombe bien, elle dégage de l'énergie. Donc, c'est normal qu'elle soit négative. Et donc, la réaction, le delta H de la réaction est de moins 5,2375 kJ. Sachant que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'acide,
et l'acide, c'est le HCl, on sait que 3 moles d'acide dégagent 250 kJ, parce que 3 moles donne 250. Et donc, si on en a moins 5,24 kJ, ben c'est combien de moles? On obtient donc 0,063 moles d'acide. Ce 0,0623 moles d'acide, il est dans 250 ml. Donc 0,063 moles dans 0,25 litres. On se pose la question, c'est combien en moles par litre? Combien de moles dans 1 litre? Ça nous donne donc une concentration de 0,25 moles par litre. Et c'était la réponse qu'on recherchait. OK, quelles situations ont augmenté la vitesse? Donc, tout d'abord, je vous rappelle, les facteurs qui influencent la vitesse, c'est la concentration, la température, le catalyseur, la surface de contact et l'état des équations, l'état des réactifs. Et donc, refroidir, ben, ça va diminuer les collisions efficaces, donc c'est pas bon. Rendre le HCl aqueux, en rendant le HCl aqueux, c'est moins rapide. En le rendant aqueux, c'est plus rapide que gazeux. Donc, le rendre gazeux, c'est pas une bonne façon. Ajouter un catalyseur, ben oui, ça va accélérer la vitesse de la réaction parce que ça l'abaisse l'énergie minimale. Diminuer la pression. Comme il n'y a pas de gaz dans mes réactifs, ça aura un impact sur le produit, mais dans la vitesse de la réaction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les collisions des réactifs, donc ça n'a aucun impact de diminuer la pression. Augmenter la concentration de HCl, certainement, ça fonctionne. Et rajouter plus de Mg, comme nous, ce qui nous intéresse, c'est la concentration. Et comme la concentration d'un solide ne changera pas si on en rajoute, ça ne changera pas. Si on le met en plus petits morceaux, oui, ça serait efficace. Ici, on remarque que c'est le nombre de particules qui ont l'énergie cinétique. Donc, comme ici, j'ai beaucoup de molécules beaucoup de particules qui ont l'énergie cinétique, ça ira plus rapidement, ici. Et qu'est-ce qui augmente l'énergie cinétique? Ben, c'est la température qui augmente l'énergie cinétique moyenne d'un gaz et c'est la seule chose qui va changer l'énergie cinétique moyenne d'un gaz. Lequel est le plus rapide? Bien, ici, on a l'énergie en fonction de la réaction. Donc, ça, c'est l'énergie d'activation de la bleue. Ça, c'est l'énergie d'activation de la rouge. Ça veut dire que celle-là a plus d'énergie d'activation. S'il y a plus d'énergie d'activation, ça veut dire qu'il y a moins de molécules qui ont l'énergie minimale. Donc, elle sera plus lente. Donc, ce sera la bleue qui sera plus rapide. Qu'est-ce qui abaisse l'énergie d'activation? C'est un catalyseur. Sachant que la vitesse du O2 est de 3 moles par minute, combien de temps sera nécessaire pour former 25 grammes d'eau? Et donc, deux façons de le faire. La plus simple est de dire si pour le O2, je fais 3 moles par minute, ça veut dire que pour le H2O, comme 1 mole donne 2 moles, ça veut dire que j'aurai 6 moles qui sera produit dans la même minute. Et donc, ça on peut faire uniquement des rapports stoichiométriques ou on peut passer par la vitesse générale. Je rappelle la vitesse du O2 sur son coefficient 1, qui est égal à la vitesse du H2O sur son coefficient donc 2, et on obtient donc 6 moles par minute. Sachant que ça donne 6 moles par minute, 6 moles par minute, on se pose la question que ça va prendre combien de temps pour 25 grammes. 25, c'est 1,39 moles. Comment j'ai fait ça? Ben 18. On va y aller. 39 moles. 18,02 grammes, c'est pour 1 mole. C'est à l'aide du tableau périodique. Donc, 25 grammes, c'est combien de moles? Et on obtient 1,39. Je ne vais pas prendre le même X pour pas qu'on se mélange. Je vais le remplacer par un Y.
et donc le Y est de 1,39 mol. Sachant ça, on peut trouver que 1,39 divisé par 6, on obtient 0,23 minutes, ou si on préfère, 13,9 secondes. On aurait pu dire, si on veut former 25 mol d'eau, ben c'est 1,38 mol de H2O, comme on a trouvé. Et donc, pour former 1,38 mol de H2O, on a besoin d'avoir 1,39. On a donc besoin d'avoir 0,695 mol de O2 parce que 2 mol d'H2O donnent 1 mol de O2. Et donc, si on a 0,695 mol, c'est combien de temps? Sachant que c'est 3 mol de O2 par minute. Et on obtient encore le 13,9 secondes qu'on a obtenu. Donc, peu importe la technique que vous choisirez, vous obtiendrez la même réponse. Quelle est la valeur du Y? Donc, pour ça, il faut que je trouve ma vitesse générale. Ma vitesse générale, c'est K. Concentration de NO à la je ne sais pas combien, fois la concentration de Cl2 à la je ne sais pas combien. Pour ça, je vais regarder, quand on quadruple ici, la vitesse va également quadrupler. Et donc, ça veut dire que le Cl2 est à la 1, parce que 4 à la 1 donne 4. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est il faut que le Cl2 reste constant. Et donc, on va prendre une autre couleur parce qu'on a la possibilité. Si je triple le NO, la vitesse ne triplera pas, elle fera fois 9. Et donc, c'est 3 à la 2 qui donne 9, donc le NO est à la 2. Sachant ça, je peux trouver le K. Le K est une constante, donc je peux le prendre soit pour celui-ci, soit pour celui-ci, soit pour celui-ci, ou soit pour celui-ci. Je vais le prendre le premier, donc la vitesse générale, c'est le K, fois NO 0,1 à la 2, fois CL2 0,1 à la 1. Et on obtient donc la vitesse générale, on ne va pas mettre vitesse générale, on va mettre la valeur de la vitesse générale qui est de 0,1. Et on obtient donc 0,1 divisé par 0,1 à la 2 divisé par 0,1. On obtient donc que le K est de 100. Les unités de ça, pour votre culture, c'est des litres carrés par mol carré seconde parce que c'est l'ordre moins 1. Comme c'est d'ordre 3, ben c'est au carré. On peut tester juste pour être sûr. Est-ce que ça fonctionne que si c'est 100 fois le NO à la 2 fois le CL2, ça fonctionne ça donnera toujours la vitesse générale. Si on essaye pour le deuxième essai, donc 100 fois 0,1 à la 2 fois 0,4, ça me donne bien 0,4, donc je peux conclure que j'ai la bonne règle. Pour le Y, on sait que la vitesse générale est de 1,5, on sait que le K c'est encore 100, on sait que le NO est de 0,12, donc 0,12 à la 2, et on sait donc qu'on recherche le CL. Si on isole ça, c'est 1,5 divisé par 100 divisé par 0,12 à la 2. Ça me donne donc 1,04 mol par litre, parce que les unités, c'est des mols par litre, c'est la vitesse, non, excusez, c'est la concentration du CL2. Quelle situation favoriser la réaction directe? Pour favoriser la réaction directe, si on refroidit, ça veut dire qu'on diminue ceci, donc on va favoriser la réaction directe, c'est excellent. Si on rend le HCl gazeux, ça veut dire qu'il n'est plus aqueux, ça veut dire qu'on manque de réactifs. En manquant de réactifs, ça veut dire qu'on favorise, on diminue ceci, donc on favorisera la réaction inverse pour favoriser la création de HCl gazeux, donc c'est pas bon. Un catalyseur, ça n'a pas d'impact sur l'équilibre. Si on diminue la pression,
En diminuant la pression, ça veut dire qu'on diminue la concentration du H2 parce que c'est uniquement les gaz qui sont affectés. Ayant moins de pression de ce côté-là, on va vouloir augmenter la pression, donc on va favoriser la réaction inverse, la réaction directe, c'est bon. Augmenter la concentration de HCl, si on augmente la concentration de HCl, on va augmenter la concentration d'HCl. Si on augmente la concentration d'HCl, c'est-à-dire qu'il y aura plus de HCl. En ayant plus de HCl, on va favoriser la réaction directe. Et si on rajoute du Mg, comme le Mg est un solide, ça n'a aucun impact sur l'équilibre. Donc, c'était juste 1, 4 et 5, la réponse qu'on recherche. Ici, quelle modification qu'on a faite? On remarque qu'on a augmenté le NH3. Donc, on a augmenté le NH3. Qu'est-ce qui s'est passé après? On a diminué la quantité de NH3 tout en augmentant les deux autres. Pourquoi? Parce qu'on a favorisé la réaction inverse. C'était ce qu'on recherchait. Ici, si on augmente la pression, mais si on augmente la pression, ça veut dire qu'on va augmenter la concentration de tous les gaz. Donc, on va augmenter la concentration de tous les gaz. Ici, le système va vouloir diminuer la pression. De quel côté qui a le plus de pression? C'est de ce côté-là. Donc, on va vouloir favoriser la réaction directe. Ça veut dire qu'on va augmenter le NH3 tout en diminuant le H2 et tout en diminuant le N2. Cependant, il y aura plus grande concentration de H2, de N2 et une plus grande concentration de NH3. Dans une bouteille, il est écrit que c'est 0,024 mol par litre et ça a un pH de 2,4. On sait qu'un acide, c'est quoi un acide? Un acide, ça va donner, c'est un donneur de H+. Si on n'aime pas dire que c'est un donneur de H+, parce que le H+, ça n'existe pas, ben en fait, on sait que l'acide réagira avec de l'eau et il deviendra du H3O+, parce que l'eau recevra un H+, et l'acide, ça deviendra sa base conjuguée, et c'est toujours 1 de coefficient, il n'y a jamais d'exposant, il n'y a jamais de coefficient dans un acide. Et donc, on sait que l'eau, elle est liquide, donc elle ne nous intéresse pas. On sait qu'initialement, il y a 0,024 mol de notre acide, et comme on n'en parle pas, il n'y a pas de H+, puis il n'y a pas de base conjuguée. Sachant qu'on a un pH de 2,4, on sait que 10 à la moins 2,4 te donne la concentration des ions H3O+. Et donc, ça nous donne 3 fois... ça donne 4 fois 10 à la moins 3. Et donc, ça veut dire qu'il a réagi 4 fois 10 à la moins 3. Comme c'est un rapport 1 pour 1, c'est plus 4 fois 10 à la moins 3. Comme il a réagi, ça veut dire qu'il a perdu 4 fois 10 à la moins 3. Ça veut dire qu'il reste 0,02 et lui 4 fois 10 à la moins 3. Sachant tout ça, on sait que le Kc, c'est H3O+, fois la base conjuguée sur l'acide. Et donc, ça nous donne 4 fois 10 à la moins 3 à la 2 sur 0,02. Donc, 4 exposant moins 3 à la 2 divisé par 0,02. Ça nous donne 8 fois 10 à la moins 4. Et donc, 8 fois 10 à la moins 4, c'est de l'acide fluorhydrique. C'était la réponse qu'on recherchait. Finalement, le dernier, le Ca3PO4 deux fois, le diphosphate de tricalcium, c'est du Ca3PO4 deux fois qui est solide. On le met en équilibre, il se sépare en ions, 3 calcium 2+, et 2 phosphates que vous connaissez par cœur, qui est moins 3. Ces deux-là sont aqueux et ces deux-là sont aqueux. Le solide n'a pas de concentration. On n'en parle pas, donc au début, il n'y en a pas. Et nous, ce qui nous intéresse, quel est le KPS? Pour avoir le KPS, on va avoir besoin de cette valeur-ci à l'équilibre et de cette valeur-ci à l'équilibre. On sait qu'on a 100 grammes dans 1 litre d'eau.
Donc, sachant que la masse molaire du diphosphate de tricalcium est de 312,38 grammes pour une mole, mais on sait que 100 grammes, c'est combien de moles? Donc, 100 divisé par ça donne 0,32 moles. 0,32 moles, c'est dans un litre, donc c'est 0,32 moles par litre. On ne peut pas l'écrire parce qu'il est dans un solide. Cependant, je vous rappelle, le R, c'est pour rapport stoichiométrique. Donc, il y a 3 fois 0,32. Et ici, il y a 2 fois 0,32. Et donc, il y a 0,96 ici. Et il y en a 0,64 ici. Le KPS, c'est la concentration de Ca2+ à la 3 fois la concentration de PO4, 3- à la 2, sur le Ca3PO4, comme c'est un solide, on ne l'écrit pas. Et donc, ça me donne 0,96 à la 3 fois 0,64 à la 2. Ça nous donne donc un KPS de 0,36 et c'était la réponse qu'on recherchait. Donc, félicitations à ceux qui l'ont écouté au complet. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite bonne chance pour votre examen final. Bonne journée.